Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, item 69, les troubles des conduites alimentaires chez l'adolescent et l'adulte. Grand 1, introduction. Grand 2, l'anorexie mentale. Grand 3, la boulimie. Grand 4, les accès hyperphagiques ou hyperphagie boulimique. Et grand 5, autres troubles de l'ingestion d'aliments. Objectif pédagogique. Diagnostiquer les troubles des conduites alimentaires chez l'adolescent et l'adulte. Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi des troubles des conduites alimentaires. Et connaître les principales anomalies métaboliques associées à ces désordres et leur prise en charge en aigu. Les points clés. 3 troubles du comportement alimentaire, TCA. 2 points anorexie, boulimie et l'hyperphagie boulimie. Il est important d'éliminer les causes médicales non psychiatriques devant tout TCA, ainsi que d'évaluer les nombreuses répercussions de tels troubles. Les comorbidités psychiatriques sont fréquentes et doivent être recherchées. Le risque suicidaire doit être systématiquement évalué. Les critères d'hospitalisation, notamment pour l'anorexie, doivent être connus. L'hyperphagie-boulimie doit être évoquée chez tous les patients présentant une obésité. Grand 1, introduction. L'alimentation appartient aux fonctions intellectuelles des mammifères et est indispensable à leur survie. Les conduites alimentaires sont le versant comportemental des mécanismes de régulation énergétique et nutritionnelle qui assurent l'homéostasie de l'organisme. Ces conduites sont influencées par des facteurs physiologiques, psychologiques, comportementaux, entre parenthèses, en lien avec l'apprentissage. Mais ces conduites sont aussi influencées par des facteurs environnementaux, entre parenthèses, impact culturel et rôle social de l'alimentation. Les troubles du comportement alimentaire, TCA, sont définis par l'existence de perturbations significatives et durables de la prise alimentaire. La notion de seuil significatif, pour parler de comportement pathologique, s'établit en tenant compte du contexte culturel, de l'intensité des perturbations, de leurs conséquences sur le plan médical général, de la souffrance psychique et des conséquences sociales. L'éthiopathogénie des troubles du comportement alimentaire est encore mal connue. Ils sont d'origine multifactorielle et en lien avec des facteurs de vulnérabilité. Entre parenthèses, le terrain, génétique, et ou anomalies biologiques préexistantes. En lien également avec des facteurs déclenchants, régimes alimentaires stricts, événements de vie majeurs, puberté et œstrogènes. Et en lien avec des facteurs d'entretien, comme des déséquilibres biologiques induits par le trouble, bénéfices relationnels sur l'environnement, bénéfices psychologiques entre guillemets. Les modifications des comportements alimentaires seraient initialement des mécanismes adaptatifs à des situations dites de stress psychique. Ces mécanismes, initialement bénéfiques, sont rapidement débordés et aboutissent à la mise en place d'un comportement contraignant ayant des effets négatifs. In fine, ces comportements deviennent permanents et aboutissent à de véritables maladies qui peuvent aller jusqu'au décès du patient. La classification DSM-5 de l'American Psychiatric Association retient l'existence de 3 grands troubles du comportement alimentaire. L'anorexie mentale, la boulimie, l'accès hyperphagique ou hyperphagie boulimique. Cette classification retient aussi l'existence d'autres troubles dits de l'ingestion d'aliments. PICA, méricisme, restriction ou évitement de l'ingestion d'aliments et les troubles dits non spécifiques. Ces formes non caractérisées représentent de 30 à 50% des troubles des comportements alimentaires. Grand 2, l'anorexie mentale. 2.1 Épidémiologie.
Sa prévalence sur la vie est estimée à 0,6% dans la population adulte caucasienne. Le sexe ratio est de 1 homme pour 8 femmes. L'anorexie mentale commence dans 84 à 87% des cas entre 15 et 25 ans. La mortalité est estimée à 1% par an. L'évolution se fait pour la moitié environ vers la rémission complète, 30% vers la rémission partielle et entre 20 et 30% vers une forme chronique ou le décès. 2.2 Sémiologie psychiatrique. Les critères du DSM-5. Restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins conduisant à un poids significativement bas. Peur intense de prendre du poids et de devenir gros malgré une insuffisance pondérale. Altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps. Dysmorphophobie. Faible estime de soi, influencé excessivement par le poids ou la forme corporelle, ou manque de reconnaissance persistant de la gravité de la maigreur actuelle. Alors le type restrictif. Au cours des 3 derniers mois, la perte de poids est essentiellement obtenue par le régime, le jeûne et ou l'exercice physique excessif. Type accès hyperphagique purgatif. Au cours des 3 derniers mois, présence de crises d'hyperphagie récurrentes et ou a recouru à des vomissements provoqués ou à des comportements purgatifs. Les éléments cliniques. Concernant le début, surtout chez les adolescentes, avec quelques groupes à risque, entre parenthèses sportifs, mannequins, danseurs, débute souvent au moment de l'apparition des transformations corporelles de la puberté, mode d'entrée fréquent sous la forme d'un régime restrictif, du fait d'un léger surpoids prémorbide. Concernant la perte de poids, plus ou moins rapide, banalisée par la patiente, associée à un sentiment de réassurance initiale, une impression d'absence de fatigue, d'euphorie, voire de toute puissance, aboutit à l'effacement des aspects sexués du corps, ainsi qu'à des troubles trophiques, altération des phanères, hypertrichose, lanugo, acrocyanose et œdème carentiel. Responsable d'une hypotension, d'une bradycardie et d'une hypothermie. Concernant les restrictions, survenues progressives, quantitatives, au niveau des calories, et qualitatives, au niveau des aliments gras et sucrés surtout. Restrictions sélectives avec des évitements initialement sur les aliments caloriques. Donc il y a une restriction ou des restrictions sélectives avec des évitements initialement sur les aliments caloriques comme les gâteaux, les pâtisseries, le beurre, la crème, puis sur les viandes, les féculents. Elles aboutissent à des règles inflexibles. Concernant les autres stratégies de contrôle du poids. Vomissement provoqué, la plus fréquente des stratégies de contrôle. Les prises de laxatifs fréquentes pouvant aboutir à des troubles fonctionnels digestifs et hypokaliémie. Entre parenthèses, plus ou moins mélanose colique. Prise de diurétiques, coupe-faim, hormones thyroïdiennes ou dérivés des amphétamines. Potomanie, consommation excessive et souvent compulsive de liquides non caloriques. Cela peut aboutir à des hyponatrémies avec risque de convulsion et de coma. Hyperactivité physique, exposition accrue au froid. Concernant les distorsions cognitives, absence de conscience du trouble, perturbation de l'image du corps, les sujets se ressentent trop gros malgré un poids en dessous de la normale, envahissement et préoccupations excessives autour du poids et de l'alimentation, croyances erronées sur le fonctionnement digestif et les aliments, évitement alimentaire induit par le désir de perdre de poids,
de perte de poids, mais aussi par des distorsions cognitives, entre parenthèses, les aliments concomitants, nocifs, etc. Et toujours au niveau des distorsions cognitives, des anomalies neuropsychologiques, des fonctions exécutives, surtout caractérisées par une altération de la flexibilité cognitive. Au niveau de l'aménorrhée, peut être primaire ou secondaire et est due à un panhypopituitarisme d'origine hypothalamique avec une infertilité associée. Parfois absence au début du trouble, sa présence est un facteur de gravité. Les traits associés: traits obsessionnels fréquents, perfectionnisme, ascétisme, perte de flexibilité, recherche de contrôle. Surinvestissement intellectuel au détriment des autres champs relationnels et affectifs. Altération de la sexualité, désinvestie ou à l'inverse hyperactive, souvent conséquence de la dénutrition. Au niveau du retentissement, ostéoporose, carence en vitamine D et hypercatabolisme osseux lié à la carence œstrogénique, amyotrophie, œdème, entre parenthèses 10%, surtout dans la forme boulimique, troubles hydroélectrolytiques, hyponatrémie, hypokaliémie, hypocalcémie, insuffisance rénale fonctionnelle, hypoglycémie avec malaise et perte de connaissance, anémie carentielle, alors anémie en fer, en vitamine B9, B12, retrouvée dans environ 15% des cas, thrombopénie, leucopénie et lymphopénie, avec risque d'infection plus important, atteinte cardiovasculaire, trouble du rythme à chercher systématiquement, cause majeure de surmortalité, hypotension, et toujours dans le retentissement des troubles du comportement alimentaire, des troubles digestifs avec brûlure œsophagienne, retard à la vidange gastrique, hypertrophie des glandes salivaires, mâchoire carrée, érosion dentaire, surtout en cas de vomissement provoqué. Les formes spécifiques, chez l'homme, plus rare et plus mauvais pronostic. Forme prépubère, il existe un risque de retard staturopondéral qui peut être prévenu par hormones de croissance et risque d'aménorrhée primaire. 2.3 Diagnostic différentiel et comorbidité. 2.3.1 Diagnostic différentiel. Certaines tumeurs cérébrales, telles les tumeurs du tronc cérébral ou les craniopharyngiomes, et là il faut faire un scanner et IRM, certaines hémopathies, telles que les leucémies, numération formule sanguine, maladies du tractus digestif, telle la maladie de Crohn, donc la NFS, VS et endoscopie, l'achalasie de l'œsophage, et là il faut faire un transit œsophagien, je vais y arriver, baryté, ou une endoscopie, hyperthyroïdie, TSH, T3, T4 pour les analyses, diabète insulinodépendant, examen, glycémie et auto-anticorps, panhypopituitarisme, maladie d'Addison, entre parenthèses clinique et dosage des hormones de l'axe corticotrope, trouble obsessionnel compulsif, attention, il s'agit aussi d'une comorbidité fréquente, trouble psychotique chronique et notamment schizophrénie, entre parenthèses idées délirantes d'empoisonnement, forme hébéphrène, phobies alimentaires, autres troubles du comportement alimentaire ou de l'ingestion d'aliments, et épisodes dépressifs caractérisés pour les diagnostics différentiels. 2.3.2 Les comorbidités psychiatriques. Ils sont plutôt la règle que l'exception et doivent donc être systématiquement recherchés. Épisodes dépressifs caractérisés,
très fréquents dans le parcours de l'anorexie mentale et qui augmentent le risque suicidaire. Les troubles obsessionnels et compulsifs, les TOC surtout, autour de rituels de rangement, vérification et lavage. Phobie sociale, troubles anxieux généralisés, personnalité borderline ou état limite, avec comportement d'automutilation, tentative de suicide. Et dans les comorbidités psychiatriques toujours, les troubles addictifs. Peu d'alcool, surtout abus et ou dépendance aux psychotropes, plutôt de type psychostimulant. 2.4 Le pronostic et l'évolution. 2.4.1 Évolution spontanée. La mortalité, par suicide ou liée aux complications de la cachexie, est une des plus élevées des troubles mentaux. L'évolution se fait souvent vers la chronicité ou l'enquistement du trouble. Cependant, il existe aussi des rémissions spontanées, souvent dans les formes de l'adolescence, entre parenthèses début précoce. Si la précocité du trouble est de bon pronostic, son ancienneté ne l'est pas, d'où l'importance d'une prise en charge la plus précoce possible. 2.4.2 Évolution sous traitement. L'évolution peut être considérée comme favorable, rémission partielle ou totale, dans 50% des cas, si l'on considère uniquement la triade diagnostique anorexie, amaigrissement, aménorrhée. Ce taux chute à 30% si l'on considère l'ensemble du tableau psychiatrique, ainsi que la qualité de vie, la vie relationnelle et l'insertion sociale. Le passage à la chronicité correspond à 30% des cas au-delà de 5 ans et 20 à 30% des patients continuent à être atteints 10 ans plus tard. Les rechutes sont fréquentes, 30-50% de rechutes dans l'année qui suit une hospitalisation. L'évolution est généralement marquée par des fluctuations pondérales ainsi que la succession d'épisodes anorexiques avec ou sans épisode boulimique et le passage d'une forme à l'autre. La mortalité est de 5 à 10% dans les 10 ans suivant le premier épisode diagnostiqué. Le décès est le plus souvent dû à un arrêt cardiaque par trouble de la conduction, un déséquilibre métabolique, des complications infectieuses, pulmonaires ou septicémiques, ou un suicide. 2.5 Prise en charge de l'anorexie mentale. 2.5.1 Intérêt de la prise en charge précoce. Le dépistage et la prise en charge du trouble doivent être les plus précoces possibles. L'objectif est de prévenir le risque d'évolution vers une forme chronique et les complications médicales, psychiatriques ou psychosociales, en particulier chez les adolescents. 2.5.2 Les principes et les objectifs de la prise en charge. La prise en charge, qu'elle soit ambulatoire ou hospitalière, doit toujours être multidisciplinaire, reposant sur un partenariat psychiatre-non psychiatre. La prise en charge doit être ininterrompue, programmation des relais, synthèse entre les équipes, et la prise en charge doit être prolongée 1 an après la rémission au minimum. Il est recommandé que la prise en charge initiale s'effectue en ambulatoire, sauf en cas d'urgence médicale, non psychiatrique ou psychiatrique, et que l'entourage y soit associé. L'évaluation doit être globale sur l'état clinique général. 2 points, l'état physique, nutritionnel et psychiatrique, incluant aussi l'évaluation du fonctionnement familial et du cadre social. Elle doit rechercher les signes de gravité, en particulier ceux justifiant une hospitalisation. Voir le 2.5.4 quand hospitalisé. Les objectifs pondéraux, nutritionnels et psychothérapeutiques doivent être fixés individuellement. La prise en charge est souvent contractualisée, par exemple contrat de poids. La famille joue un rôle clé dans le succès de la prise en charge et doit être le plus possible associée aux décisions thérapeutiques. Une vigilance toute particulière doit lui être apportée
afin de les aider à comprendre et supporter la maladie de leurs proches. Rappel sur l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids divisé par la taille. Donc IMC moins de 16,5 dénutrition, 16,5 à 18,5 maigreur, 18,5 à 25 corpulence normale, 25 à 30 surpoids, 30 à 35 obésité modérée, 35 à 40 obésité sévère et plus de 40 obésité morbide. 2.5.3 Le bilan clinique et paraclinique. Alors, anamnestique. Le bilan anamnestique. Les antécédents médicaux, y compris psychiatriques, l'histoire pondérale, pourcentage de perte de poids et cinétique de la perte de poids, restrictions et autres comportements associés, les comorbidités, évaluation de l'environnement social et familial. Bilan clinique. Le poids, la taille, l'IMC, percentile d'IMC pour l'âge et courbe de croissance pour les enfants et adolescents. Évaluation du stade pubertaire de Tanner chez l'adolescent, recherche d'un retard pubertaire et recherche d'une aménorrhée chez les filles ou d'une dysfonction érectile chez les garçons, et tout ça chez les pubères. Fréquence cardiaque, tension artérielle, température, signes de déshydratation, état cutané des phanères, dont automutilation, œdème, acrosyndrome, examen général à la recherche de complications musculaires, neurologiques et endocriniennes, et examen clinique psychiatrique avec l'état thymique, le risque suicidaire et les comorbidités. Bilan biologique, NFS, plaquettes, ionogramme complet, urée, créatinine, clairance de la créatinine, calcémie, phosphorémie, 25 OHD3, bilan hépatique, ALAT, ASAT, PAL et TP, albumine, préalbumine, CRP, TSH, TSH à discuter si doute sur une hyperthyroïdie. Bilan paraclinique, électrocardiogramme, donc pour vérifier le trouble du rythme, des signes d'hypokaliémie sévère et la longueur du segment QT. Ostéodensitométrie osseuse, impédensmétrie, pourcentage de masse grasse, imagerie cérébrale à discuter. 2.5.4 Quand hospitaliser. Les critères d'hospitalisation sont impérativement à connaître. Alors, anamnestique, perte de poids supérieure à 20% en 3 mois, malaise, chute ou perte de connaissance, vomissement incoercible, échec de la renutrition ambulatoire, restriction extrême par le refus de manger et ou de boire. Clinique, critères cliniques, idéation obsédante, intrusive et permanente, incapacité à contrôler les comportements compensatoires, nécessité d'une assistance nutritionnelle, amyotrophie importante avec hypotonie axiale, déshydratation, hypothermie, hypotension artérielle ou bradycardie. Critères paracliniques, anomalie de l'ECG, hypoglycémie, ASAT ou ALAT supérieur à 10, troubles hydroélectrolytiques ou métaboliques sévères, insuffisance rénale, leucopénie ou neutrophile. Critères du risque suicidaire, tentative de suicide ou projet suicidaire précis, automutilation répétée. Ensuite, les critères de comorbidité, elles peuvent à elles seules justifier l'hospitalisation si ces comorbidités sont sévères. Dépression, abus de substances, anxiété sévère, symptômes psychotiques, troubles obsessionnels compulsifs. Ensuite, les critères de motivation coopération, échec de la prise en charge ambulatoire, patient peu coopérant aux soins ambulatoires. Ensuite, les critères environnementaux et sociaux, donc disponibilité de l'entourage, problèmes familiaux ou absence de famille, épuisement de l'entourage.
Au niveau du stress environnemental, critères environnemental élevé, isolement social sévère et disponibilité des soins, pas de traitement ambulatoire possible, par manque de structure. 2.5.5 Aspect psychothérapeutique de la prise en charge. Cet aspect de la prise en charge vise à favoriser l'adhésion aux soins et l'alliance thérapeutique, comprendre et accepter la nécessité de la renutrition, réintroduire la notion de plaisir dans l'alimentation, corriger les distorsions cognitives et les attitudes dysfonctionnelles, renforcer le moi, estime, image et affirmation de soi, améliorer les relations interpersonnelles, sociales et familiales, traiter les éventuelles comorbidités psychiatriques, et en cas d'antécédent d'abus sexuels, une approche adaptée est à envisager. La prise en charge psychothérapeutique doit être adaptée à l'état médical général, aux capacités et aux souhaits du patient. Les structures spécialisées de type hôpital de jour facilitent la prise en charge qui est d'autant plus efficace qu'elle est multiple. Nutritionnelle, cognitive, psychiatrique, groupe d'échange, relaxation. Les psychothérapies envisageables, seules ou en association, sont 2 points. La thérapie familiale, seule approche ayant été réellement validée dans la prise en charge de cette maladie, surtout chez l'enfant et l'adolescent. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui est un moyen efficace de traitement de l'anorexie mentale et qui a fait la preuve de son efficacité au sein d'études randomisées. Cette thérapie vise à identifier et corriger les pensées erronées concernant l'alimentation, les comportements et les perceptions corporelles. Elle peut être réalisée en séance individuelle, en groupe, en atelier, comme des ateliers repas, etc. Les autres approches, comme les entretiens motivationnels, surtout en début de prise en charge, la psychothérapie de soutien, les thérapies familiales, recommandées pour les enfants et les adolescents, ou les thérapies systémiques, les thérapies d'inspiration psychanalytique et, en association, les approches à médiation corporelle, comme la sophrologie, la relaxation, la psychomotricité, l'art-thérapie. Il est recommandé que la psychothérapie choisie se maintienne au moins 1 an après une amélioration clinique significative. 2.5.6 Prise en charge pharmacologique. Il n'existe pas de traitement pharmacologique spécifique de l'anorexie mentale. L'utilisation des psychotropes doit par ailleurs être prudente chez le patient souffrant d'anorexie du fait de leurs effets indésirables. Allongement du segment QT. Ils sont surtout utilisés pour traiter les comorbidités. Ils ne sont jamais un axe de traitement au long terme. Cependant, certains antidépresseurs peuvent être utilisés pour traiter des syndromes spécifiques concomitants, comme les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs, s'ils dominent le tableau, s'ils ne sont pas améliorés par la reprise pondérale, ou s'ils sont secondaires à celle-ci. 2.5.7 Aspect nutritionnel de la prise en charge. Le travail diététique et nutritionnel a pour objectif initial, phase 1, la renutrition, c'est-à-dire l'obtention et le maintien d'un poids ou une vitesse de croissance adéquate pour les enfants et les adolescents, et d'un statut nutritionnel adapté. Elle doit être prudente et progressive afin d'éviter les complications de la renutrition. Entre parenthèses, syndrome de renutrition inappropriée, SRI. 2 points, cytolyse hépatique, rétention hydrosodée et état hyperosmolaire, troubles de l'hémostase, hypophosphorémie, hypokaliémie, hypomagnésémie, dysglycémie, carence vitaminique, insuffisance cardiaque avec risque de troubles de rythme cardiaque. Lors de cette phase, il est parfois nécessaire de recourir à une assistance nutritive sous la forme d'une nutrition entérale discontinue d'appoint par sonde nasogastrique, voire d'une hospitalisation en réanimation, entre parenthèses, renutrition de patients avec IMC particulièrement bas. L'approche nutritionnelle vise ensuite, dans la phase 2,
à assurer la rééducation nutritionnelle et diététique, c'est-à-dire l'obtention d'une alimentation qualitativement et quantitativement correcte et des comportements adaptés. Cette phase doit permettre la réintroduction d'une souplesse dans l'alimentation et de retrouver son caractère hédonique et sociable. Sur le plan pondéral, l'objectif doit toujours être progressif et discuté avec le patient. Initialement, celui-ci peut être limité à l'arrêt de la perte pondérale. L'objectif pondéral est déterminé en fonction de l'âge, des antécédents pondéraux et du poids, permettant de restaurer le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. En phase de reprise, un gain de 1 kg par mois en ambulatoire est un objectif acceptable. La surveillance du bilan hydroélectrolytique, dont la phosphorémie est recommandée en début de reprise. 2.5.8 La prise en charge à moyen et long terme. L'hospitalisation ou la renutrition initiale ne sont que la première étape de la prise en charge. Il convient de prêter une attention toute particulière au suivi des patients souffrant d'anorexie mentale. Le contrôle du poids, de l'état nutritif, de l'état clinique doit être régulier et prolongé. Ce suivi vise à prévenir et dépister la rechute, mais aussi à repérer l'apparition de complications dépressives ou anxieuses, souvent secondaires à la reprise pondérale. La mise en place d'un étayage non médical peut aussi être très utile. Association de malades ou de familles de malades, groupes de soutien, etc. Point 3. Boulimie. 3.1 Épidémiologie. Concernant la boulimie, sa prévalence sur la vie est estimée autour de 1 à 1,5%. Le sexe ratio est de 1 sur 3, prévalence de 1,5% chez les femmes contre 0,5% chez les hommes. L'incidence de la boulimie est la plus forte dans la tranche d'âge 10-19 ans et serait environ 2,5 fois plus importante en zone urbaine qu'en zone rurale. Les patients souffrant de boulimie consultent peu, seulement 12% parleraient à leur médecin, en parleraient à un médecin généraliste et la moitié aurait recours à un psychiatre. 3.2 Sémiologie psychiatrique. Les critères du DSM-5. Survenue d'épisodes récurrents d'hyperphagie incontrôlée, c'est-à-dire absorption alimentaire largement supérieure à la moyenne et en peu de temps, par exemple moins de 2 heures. Associé à une impression de perdre le contrôle des quantités ingérées ou de la possibilité de s'arrêter. Donc associé à une impression de perdre le contrôle des quantités ingérées ou de la possibilité de s'arrêter. Mise en œuvre de comportements compensatoires visant à éviter la prise de poids. Entre parenthèses, vomissements provoqués, prise de laxatifs ou de diurétiques, jeûne, exercice excessif. Avec une fréquence moyenne d'au moins une fois par semaine durant au moins 3 mois. L'estime de soi est perturbée de manière excessive par la forme du corps et le poids. Le trouble ne survient pas exclusivement au cours d'une période d'anorexie mentale. Les éléments cliniques. Le début, surtout chez la femme jeune de bon niveau intellectuel et ou social. Débute souvent dans les suites d'un régime restrictif et ou à la suite de vomissements. Peut aussi débuter secondairement à un traumatisme ou une perte. La crise de boulimie débute par un phénomène de craving, c'est-à-dire une compulsion irrépressible et angoissante de faim, ce qui conduit à l'absorption d'une quantité anormalement élevée et rapide, très difficile à contrôler. Les aliments consommés sont principalement hypercaloriques, gras et sucrés, mais tout type d'aliments peuvent être consommés. Le patient termine le plus souvent sa crise par un vomissement provoqué, avec sensation de soulagement. Entre parenthèses, lutte contre la prise de poids et pesanteur gastrique, auquel s'associe souvent une fatigue intense avec somnolence. Il existe, parfois dès le début de la crise ou même avant, un sentiment intense et douloureux de culpabilité. Le patient a conscience de son trouble et en souffre. Les stratégies de contrôle du poids. Vomissements provoqués, la plus fréquente des stratégies de contrôle non systématique.
Ils sont généralement cachés et en lien avec la peur de la prise de poids dans les suites des crises. Consommation de laxatifs pouvant aboutir à des troubles fonctionnels digestifs et une hypokaliémie. Prise de diurétiques. Restriction alimentaire intercrise visant à compenser les apports caloriques des crises. Mais attention, la boulimie est à poids normal. On observe très souvent des fluctuations pondérales rapides de l'ordre de 2 à 5 kg par semaine. Au niveau des distorsions cognitives, troubles de l'image du corps avec préoccupation concernant le poids et les formes corporelles. Envahissement et peur excessive de prendre du poids. Phénomène de renforcement négatif lié à la culpabilité. Dysménorrhée. Dysménorrhée secondaire ou trouble des cycles menstruels possibles, même si la patiente est normopondérée. Peuvent exceptionnellement être observées une aménorrhée secondaire et une ostéoporose. Les traits associés. Symptômes anxio-dépressifs, voire comorbidité avec un trouble anxieux généralisé ou un épisode dépressif caractérisé. Les tentatives de suicide sont fréquentes. Possible association avec des troubles addictifs et des troubles du contrôle des impulsions, automutilation, kleptomanie, troubles de la personnalité de type borderline, forte impulsivité et difficulté dans la gestion des émotions et dysfonction sexuelle. Retentissement, syndrome pseudo-occlusif, hypertrophie des glandes salivaires, érosion dentaire, œsophagite peptique et syndrome de Mallory-Weiss. Prise de poids, voire exceptionnellement obésité. Mauvais état nutritionnel, voire dénutrition. Ostéoporose, notamment si aménorrhée. Ingestion de corps étrangers au cours des vomissements provoqués. Troubles hydroélectrolytiques, hyponatrémie, hypokaliémie, hypocalcémie. Insuffisance rénale fonctionnelle et œdème, surtout associés au vomissement. 3.3 Diagnostic différentiel et comorbidité. 3.3.1 Diagnostic différentiel. Certaines tumeurs cérébrales et formes d'épilepsie. Syndrome de Klein-Levin associant hypersomnie périodique et hyperphagie. Syndrome de Kluver-Bucy, agnosie visuelle, hyperoralité, hypersexualité et hyperphagie. Épisode dépressif caractérisé, trouble de la personnalité de type borderline, qui est un trouble fréquemment comorbide à la boulimie. Hyperphagie boulimique, qui souffre aussi d'épisodes de frénésie alimentaire, mais sans comportement compensateur, d'où l'association systématique avec une obésité. Anorexie mentale de type accès hyperphagique purgatif. Point. 3.3.2 Comorbidité et risque suicidaire. Troubles addictifs dans 30 à 40% des cas. Alcool, tabac, médicaments anxiolytiques. Épisodes dépressifs caractérisés, très fréquents, et troubles bipolaires, plus rarement. Personnalité borderline ou état limite, avec comportement auto-agressif et tentative de suicide. Troubles anxieux et phobie sociale. 3.4 Le pronostic et l'évolution. Il semblerait que son évolution soit plus rapidement résolutive que l'anorexie mentale. Au long cours et avec une prise en charge adaptée, un taux de rémission à 12 ans de 70% a pu être observé. Le taux de mortalité est estimé à 2% par tranche de 10 ans. 3.5 Prise en charge de la boulimie. 3.5.1 Intérêt de la prise en charge précoce. Le dépistage et la prise en charge précoce de la boulimie sont difficiles. En effet, ce trouble est souvent caché et il existe un retard diagnostique important. Le patient peut souvent consulter pour une dysménorrhée, pour un désir de perte de poids, alors qu'il est de poids normal. Pour des troubles du sommeil, il peut consulter aussi pour des troubles du sommeil ou pour instabilité de l'humeur. Il est indispensable d'offrir un cadre d'écoute empathique. L'utilisation de questions ouvertes concernant la nourriture et le poids peuvent offrir l'occasion au patient d'exprimer ses symptômes. 3.5.2 Les principes et les objectifs de la prise en charge.
Les principes et objectifs de la prise en charge de la boulimie ont des points communs avec ceux de l'anorexie mentale. Fondés idéalement sur le couple psychiatre-non psychiatre, en premier lieu ambulatoire, si critères de gravité ou échec, hospitalisation de jour ou à temps plein. La prise en charge doit être prolongée et associée à des évaluations régulières. Si possible, elle doit associer les proches. La prise en charge psychothérapeutique validée pour la boulimie sont plus nombreuses et mieux validées. Les objectifs comportementaux et psychothérapeutiques doivent être définis individuellement pour chaque patient. 3.5.3 Bilan clinique et paraclinique. Le bilan anamnestique portera sur les antécédents médicaux, l'histoire pondérale, fréquence et intensité des fluctuations, évaluation quantitative et qualitative des crises, entre parenthèses, tenir un carnet alimentaire, recherche des comportements compensatoires associés, comorbidité à rechercher, évaluation de l'environnement social et familial. Bilan clinique. Le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, courbe de croissance pour enfants et adolescents. Évaluation du stade pubertaire de Tanner chez l'adolescent, fréquence cardiaque, tension artérielle, température. Signes de déshydratation. État cutané, cicatrice d'automutilation, œdème, recherche d'une hypertrophie parotidienne, état bucco-dentaire. État thymique, risque suicidaire, comorbidité avec les troubles addictifs. Bilan biologique, numération formule, sanguine, plaquettes, TP, TCA, ionogramme complet, urée, créatinine, clairance de la créatinine, calcémie, phosphorémie, 25 OHD3, bilan hépatique, alatazate pâle et TP, protidémie, albumine, préalbumine, CRP, TSH à discuter si doute sur une hyperthyroïdie et recherche de toxiques dans le sang et les urines au moindre doute. Bilan paraclinique, électrocardiogramme, trouble du rythme, signe d'hypokaliémie sévère et QT long. Ostéodensitométrie osseuse et imagerie cérébrale à discuter. 3.5.4 Quand hospitaliser. Les critères d'hospitalisation dans le cadre de la boulimie ne sont pas aussi clairement définis que dans l'anorexie. Alors, critères anamnestiques. Modification brutale du poids ou cassure de la courbe de croissance, sévérité des crises et fréquence élevée, supérieure à 8 par semaine, échec de la stratégie ambulatoire, conduite compensatoire mettant en danger la vie du patient. Critères cliniques, état de mal boulimique, signes cliniques de dénutrition, hypotension artérielle ou trouble du rythme cardiaque, incapacité à contrôler les crises qui deviennent pluriquotidiennes, incapacité à contrôler les comportements compensatoires, comportements qui sont l'activité physique ou les vomissements. Ensuite, les critères paracliniques, anomalie de l'ECG, atteinte hépatique sévère, troubles hydroélectrolytiques ou métaboliques sévères, insuffisance rénale et déshydratation. Les critères concernant le risque suicidaire, tentative de suicide ou projet suicidaire explicite, automutilation répétée. Les critères de comorbidité, elles peuvent à elles seules justifier l'hospitalisation si ces comorbidités sont sévères. La dépression, l'abus de substances et le trouble des conduites, l'anxiété sévère et les symptômes psychotiques. Ensuite, pour les critères environnementaux et sociaux, les critères de disponibilité de l'entourage, problèmes familiaux ou absence de famille, épuisement de l'entourage et stress environnemental, critères environnementaux élevés et isolement social sévère. 3.5.5 Aspect psychothérapeutique de la prise en charge. Les objectifs et aspects de la prise en charge sont les mêmes que dans l'anorexie, avec en plus le repérage des signes annonciateurs de la crise et les techniques pour y remédier. Désamorçage. Les psychothérapies envisageables sont
La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui a démontré son efficacité, bien que partielle, 30 à 40% de rémission dans ce trouble. L'utilisation des observations comportementales, carnet alimentaire, et des crises induites sont utiles dans cette prise en charge. L'éducation thérapeutique et l'affirmation de soi. Les autres approches comme les entretiens motivationnels, surtout en début de prise en charge. La psychothérapie de soutien, les thérapies d'inspiration psychanalytique et la thérapie familiale chez les enfants et les adolescents. Les programmes d'auto-assistance, self-help, regroupent un ensemble d'outils, livres, sites internet, qui vont permettre au patient d'augmenter ses connaissances par rapport à son trouble et lui apporter des compétences et des outils pour diminuer les symptômes, voire les faire disparaître. Ces programmes sont bien validés dans la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Les comorbidités psychiatriques doivent bénéficier d'un traitement spécifique si besoin. 3.5.6 Prise en charge pharmacologique. Un traitement par antidépresseur, ISRS, comme le Prozac, à une dose plus élevée que dans la dépression, est efficace dans la prise en charge des patients présentant une boulimie. L'association de la fluoxétine à la TCC n'a pas démontré de supériorité par rapport à la TCC seule. 3.5.7 Aspect nutritionnel de la prise en charge. Le patient souffrant de boulimie doit bénéficier d'un suivi régulier par un médecin afin de prendre en charge d'éventuelles complications, notamment sur le plan digestif, œsophagite, dentaire, cardiovasculaire, rénal, hypokaliémie et endocrinien, œstroprogestatif. Le travail diététique et nutritionnel est paradoxalement assez proche de celui effectué dans l'anorexie. Si besoin, il peut commencer par une phase de renutrition. L'approche nutritionnelle vise ensuite à réapprendre à s'alimenter selon des schémas réguliers, avec une alimentation diversifiée et suffisante. Il convient aussi de réapprendre la modération alimentaire, pondération. Cette prise en charge doit permettre de retrouver le caractère hédonique et sociable de l'alimentation. 3.6 Prise en charge à moyen et long terme. Le contrôle du poids, de l'état nutritif, de l'état médical général et psychologique doit être régulier et prolongé. Ce suivi vise à prévenir et dépister la rechute, mais aussi à repérer l'apparition de complications dépressives, anxieuses ou addictologie, souvent de complications anxieuses, dépressives ou d'addictologie, souvent démasquées ou secondaires après la prise en charge initiale du trouble. Donc ce suivi vise à prévenir et dépister la rechute, mais aussi à repérer l'apparition de complications dépressives, anxieuses, d'addictologie, souvent démasquées ou secondaires après la prise en charge initiale du trouble. La psychothérapie doit être si possible poursuivie de façon prolongée. En effet, le risque de rechute est important et en l'absence de prise en charge des facteurs déclenchants et d'entretien, la rechute est élevée. La mise en place d'un étayage non médical peut aussi être utile. Association de malades ou de familles de malades, groupe de soutien. Point 4. Accès hyperphagique ou hyperphagie boulimique. 4.1 Une nouvelle entité. L'hyperphagie boulimique a souvent été considérée comme une forme de boulimie sans conduite compensatoire. Ce trouble est devenu dans le DSM-5 une entité à part entière. Les études les plus récentes tendent à démontrer l'existence de cette maladie en tant qu'entité particulière, avec une physiopathologie propre, et dont certaines composantes sont assez proches des addictions. 4.2 Épidémiologie. Sa prévalence sur la vie entière est estimée autour de 3 à 5%. Le sexe ratio est moins déséquilibré que pour les autres troubles du comportement alimentaire, environ 1 homme pour 2 femmes. Selon diverses études, près de 30 à 50% des personnes souffrant d'obésité souffriraient également d'hyperphagie boulimique. Les patients souffrant d'hyperphagie boulimique consultent encore moins que dans les autres troubles du comportement alimentaire.
Cependant, ces patients consultent plus souvent un généraliste ou un nutritionniste pour les conséquences de leur surpoids. Troubles cardiovasculaires, dyslipidémie, DNID, apnée du sommeil, etc. Ces consultations devraient être systématiquement l'objet d'un dépistage de ce trouble. 4.3 Sémiologie psychiatrique. Critères du DSM-5. Survenue d'épisodes récurrents d'hyperphagie incontrôlée, c'est-à-dire prise alimentaire largement supérieure à la moyenne, par exemple en moins de 2 heures, associée à une impression de perte de contrôle des quantités ingérées ou de la possibilité de s'arrêter, c'est-à-dire impossibilité de s'arrêter. Ces épisodes sont associés avec au moins 3 des éléments suivants: manger beaucoup plus rapidement que la normale, manger jusqu'à éprouver une sensation pénible de distension abdominale, manger de grandes quantités de nourriture en l'absence d'une sensation physique de faim, manger seul parce que l'on est gêné de la quantité de nourriture que l'on absorbe, se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. Détresse marquée en lien avec l'existence de cette hyperphagie. Les épisodes d'hyperphagie se produisent au moins une fois par semaine pendant au moins 3 mois consécutifs. Le trouble n'est pas associé à l'utilisation récurrente de comportements compensatoires inappropriés, comme c'est le cas dans des épisodes de boulimie, et ne survient pas exclusivement au cours de la boulimie ou de l'anorexie mentale. Les éléments cliniques. Le début. Débute généralement dans l'enfance. Traumatisme ou abus sexuels se retrouvent plus souvent dans les antécédents. Les régimes sont souvent secondaires au début des troubles, à l'inverse de l'anorexie mentale ou de la boulimie. L'accès hyperphagique. Phénomène de craving très important, avec sensation de faim compulsive et irrépressible. Conscience du trouble avec souffrance psychique importante. Les distorsions cognitives. Illusion de contrôle avec comportement rigide d'hypercontrôle, alternant avec des phases de transgression et de compulsion. Confusion entre les signaux émotionnels, d'anxiété et de faim. Renforcement négatif lié à la culpabilité. Les traits associés. Symptômes anxio-dépressifs, voire comorbidité avec un trouble anxieux généralisé ou un épisode dépressif caractérisé. Possible association avec des troubles addictifs et des troubles du contrôle des impulsions, entre parenthèses, automutilation, kleptomanie. Troubles de la personnalité, forte impulsivité et difficulté dans la gestion des émotions et dysfonction sexuelle. Alors les éléments cliniques par rapport au retentissement. Alors troubles digestifs, halitose, reflux gastro-œsophagien, ballonnement et douleur abdominale, alternance diarrhée-constipation. Stéatose hépatique. Répercussions indirectes, il faut systématiquement rechercher et prendre en charge toutes les complications de l'obésité. Mauvais état nutritionnel, voire dénutrition, hypofertilité, voire infertilité. 4.4 Les diagnostics différentiels et les comorbidités. 4.4.1 Les diagnostics différentiels. Les diagnostics différentiels sont à peu près les mêmes que pour la boulimie. Tumeur cérébrale, épilepsie, syndrome de Klein-Levin et syndrome de Kluver-Bucy, etc. Boulimie, obésité métabolique ou génétique, épisode dépressif caractérisé et troubles bipolaires, troubles de la personnalité de type borderline et évitante dépendante. 4.4.2 Comorbidité et risque suicidaire. Troubles bipolaires et épisodes dépressifs caractérisés, troubles anxieux et phobie sociale, les troubles addictifs, mais moins fréquentes que dans la boulimie. Le risque suicidaire semble plus faible que dans les autres troubles du comportement alimentaire, mais n'est pas nul. 4.5 La prise en charge. Le dépistage et la prise en charge précoce sont là aussi des éléments clés du succès de la prise en charge. Au vu de la fréquence du trouble en population obèse, le dépistage devrait être systématique chez ces patients. Les bilans,
objectifs et principes de la prise en charge de l'hyperphagie boulimique sont aujourd'hui très proches de ceux de la boulimie. Les indications d'hospitalisation sont rares et sont principalement guidées par les complications de l'obésité. La prise en charge psychothérapeutique n'a que peu d'influence sur le poids des patients. Il convient donc d'associer si possible une prise en charge nutritionnelle par un spécialiste formé dans la prise en charge des patients souffrant d'obésité. La prise en charge pharmacologique n'est pas indiquée en première intention. Point 5. Les autres troubles de l'ingestion alimentaire, de l'ingestion d'aliments. 5.1 PICA. Définition. Ingestion répétée de substances non nutritives pendant au moins un mois. Plâtre, plomb, sable, cailloux, cheveux, papier, plastique. Apparaît souvent chez le jeune enfant présentant une carence martiale ou en zinc, une négligence, un trouble de l'attachement ou un trouble neurodéveloppemental sévère. 5.2 Méricisme. Définition. Régurgitation répétée de nourriture pendant une période d'au moins un mois. Les aliments peuvent être remastiqués, réavalés ou recrachés. Tout touche principalement les enfants de 3 mois à 1 an, plus rarement les adultes. Donc touche principalement les enfants de 3 mois à 1 an, plus rarement les adultes. 5.3 Restriction ou évitement de l'ingestion d'aliments. Définition. Il s'agit d'un manque d'intérêt pour l'alimentation, un évitement fondé sur les caractéristiques sensorielles de la nourriture, dégoût pour le fait de manger, qui se manifeste par une incapacité persistante à attendre les besoins vitaux appropriés, associés à une perte de poids, un déficit nutritionnel, la nécessité d'une nutrition entérale par sonde ou compléments alimentaires oraux. Contrairement à l'anorexie, il n'y a pas de perturbation de l'image du corps. En résumé, les troubles du comportement alimentaire sont à prédominance féminine et débutent généralement chez l'adolescent et l'adulte jeune. Donc les troubles du comportement alimentaire sont à prédominance féminine et débutent généralement chez l'adolescent et l'adulte jeune. Leur origine est multifactorielle, génétique, biologique, psychologique, socioculturelle. Les comorbidités psychiatriques sont nombreuses et doivent être systématiquement recherchées. L'anorexie est caractérisée par la triade symptomatique anorexie, amaigrissement, aménorrhée, quoique ce dernier critère ait disparu des dernières classifications. Plusieurs stratégies du contrôle du poids peuvent être associées à la restriction alimentaire, vomissement, laxatif, diurétique, hyperactivité physique. Les répercussions des troubles du comportement alimentaire sont nombreuses et peuvent mettre en jeu le pronostic vital. On distingue deux formes, restrictive pure et accès hyperphagique purgative. La prise en charge doit être globale, psychiatrique et non psychiatrique, et cette prise en charge est souvent longue. Elle repose sur le contrat thérapeutique, la renutrition et la rééducation nutritionnelle, ainsi que la psychothérapie. La boulimie se caractérise par la répétition d'accès hyperphagiques, absorption en un temps limité d'aliments caloriques provoquant un sentiment de soulagement puis de culpabilité, avec mise en place de conduites compensatoires visant à maintenir un poids normal, vomissement provoqué au décours des frénésies alimentaires. L'évolution sera meilleure que dans l'anorexie mentale. Les autres troubles du comportement alimentaire sont moins connus, mais pour autant relativement fréquents et doivent être dépistés et pris en charge précocement, notamment l'hyperphagie-boulimie. Fin de la lecture de l'item 69, troubles des conduites alimentaires chez l'adolescent et l'adulte, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.